Salut à toutes et à tous. Comme on vous l'avait dit lundi, on n'allait pas vous laisser cette semaine sans podcast. Simplement, on s'est dit que ça serait plus intéressant de faire ça en débrief du premier des deux matchs des NBA Paris Games qui se sont joués ou qui vont se jouer. Parce que hier, voilà, on enregistre ça vendredi. Il y a eu le premier match hier entre les Spurs et les Indiana Pacers. Moi, personnellement, je n'étais pas dans la place. Mais par contre, mes camarades, mes acolytes, Shai Mamou et Antoine Pimel étaient aux premières loges pour nous raconter un petit peu les coulisses, l'ambiance de ce match hors norme. Pour le coup, en fait, souvent, je trouve que par le passé, on en faisait beaucoup, peut-être dans les superlatifs autour de ce match. Pour le coup, de ces matchs, pour le coup, c'est pas, je trouve pas ça honteux parce que on sait pas, enfin pour la plupart des gens, c'est peut-être la seule chance qu'ils auront de voir Victor Wembanyama en vrai, s'ils l'avaient pas vu quand il jouait encore en France, ou en tout cas avec les Spurs, à moins de voyager. Donc c'était quand même un match événement. Shai et Antoine, première question déjà, parce que c'est la chose qui est peut-être qu'on a le plus de mal à sentir quand on regarde le match à travers l'écran, comme c'était mon cas. C'est quelle était l'ambiance pour ce match-là? Parce que c'est vrai que par le passé, ces matchs-là, il y avait relativement peu d'ambiance parce que peu d'enjeux pour le public qui est souvent un public, alors bien sûr qui aime le basket mais peut-être un petit peu comment dire, grand public on va dire, pour être très simple. Là par contre il y avait forcément un petit peu d'enjeux affectifs parce qu'il y avait présence de Victor Wembanyama, présence des Spurs qui est une équipe qui est quand même dans le cœur des Français depuis longtemps. Comment était l'ambiance dans la salle? C'est marrant parce qu'on a Benjamin Moubèche aussi était là, il y était pour le coup, et on n'a pas eu du tout le même ressenti que lui. On en a discuté même à la pause avec lui. Donc lui, il est toute l'année à San Antonio, il voit l'ambiance qu'il y a à San Antonio, l'atmosphère autour des matchs. Et nous, on s'est dit avec Antoine, après avoir vu celui de l'année dernière ensemble, déjà Cleveland-Brooklyn, qui était logiquement, qui n'a pas déchaîné les passions dans la salle. Les gens, il y en a qui essayaient de se chauffer un peu, hein, c'était pas mal, mais on s'est dit, c'est cool, il y a du bruit cette année. Bon, évidemment, à chaque fois que Victor faisait un truc, ça déclenchait vraiment beaucoup de bruit. Et Benjamin, en descendant à la mi-temps, il nous dit ouais, c'est pas fou l'ambiance, hein. Il y a plus de bruit à San Antonio, je suis obligé de mettre un casque et tout. Donc, il y a des gens, et j'ai lu un peu sur les réseaux pour voir ce que les gens en pensaient. Il y en a qui pensent qu'il n'y avait pas beaucoup de bruit. Moi, je trouve que c'était plutôt bruyant avec des gens, les gens réactifs quand il y avait les gens d'NBA qui étaient invités sur le terrain. Parfois moins bruyant quand c'était des joueurs plus obscurs à leurs yeux. Moi, je trouve que l'ambiance a été pas mal et que, en plus, Victor a fait en sorte que les gens soient contents et voient un beau spectacle. Ouais, moi, j'ai trouvé que l'ambiance était plutôt bien, plutôt bruyante par rapport à... Parce que moi, j'ai fait Charlotte-Milwaukee, Détroit-Chicago et Cleveland-Brooklyn. Donc, c'est des affiches qui sont pas... alors, il y avait quand même Yanis une fois, une espèce de rivalité quand même historique Détroit-Chicago qui a plu à des gens. Mais c'est pas pareil que le joueur français le plus talentueux du moment, peut-être prochainement de tous les temps. Ça a quand même changé la donne, ouais. Pour le Detroit Ouais. Chicago, si je peux me permettre, parce que j'étais aussi, le moment le plus chaud, c'était quand même l'introduction des Bulls avec la fameuse vidéo avec le taureau. Sinon, Ouais. il y avait quand même très peu d'ambiance, quoi. C'est vrai. Ouais, parce qu'en fait, pour moi, ce qu'il faut comprendre, c'est que j'en discutais justement aussi avec Ben à la fin, c'est que quand tu es à San Antonio, c'est l'équipe de la ville, c'est la fanbase d'une franchise. Là, tu es sur un public où, bien sûr qu'il y a des connaisseurs, bien sûr qu'il y a des fans de basket, mais tu as aussi un peu de tout, tu vois, sans doute plus qu'à San Antonio. Vraiment, à la limite, tu aurais comparé avec Los Angeles pour un match des Lakers ou un match des Knicks, et encore, même là, il y a leur fanbase quand même qui est présente. Faut se dire qu'il y a un peu de tout. Et quand tu prends ce paramètre en compte, c'était quand même un match où il y avait une certaine ambiance. Euh, Victor Wembanyama a donné le ton au début en disant tout de suite qu'il fallait faire du bruit. Il y a eu une salle qui avait un parti pris forcément pour les Spurs. Et j'ai trouvé notamment, par exemple, qu'en deuxième mi-temps, il y a eu plus d'ambiance en deuxième mi-temps qu'en première. Mais en deuxième mi-temps, ça allait au-delà de Wembanyama. Il y avait voilà, comme j'ai dit pour les Spurs, il y avait quel que soit le joueur des Spurs qui marquait, il y a eu des applaudissements. J'ai trouvé que non, franchement, dans l'ensemble, je trouvais que c'était une belle fête. J'ai trouvé qu'il y avait, tu vois, voilà, pareil, c'est un terme qu'on reprend souvent pour ce genre de truc. Ah, c'était une belle fête. Parfois, c'est surfait. Moi, je pense vraiment qu'il y a eu du plaisir en tribune. Voilà, il y a eu des MVP qui sont sortis pour Wembanyama. Il y a des gens qui ont tenté des Go Spurs Go. Bon, ça n'a pas marché, mais il y a eu du defense, tu vois. Non, franchement, Ouais. Je te rappelle pour le MVP, alors pour le MVP, je ne sais pas si les gens avaient bien capté, mais à chaque fois, il le faisait pendant des lancers francs où c'était
C'était qui? Ouais, Victor, il était en retrait sur le truc. Il y a eu Champagny et un joueur des Pacers. Keldon Johnson qui a entendu des MVP quand il était au lancer franc. Hein. Il a pas dû comprendre ce qui se passait. Ils ont dû se dire, je suis célèbre en France en fait. Non, mais pour rebondir sur ce que dit Antoine, et je comprends aussi la frustration de gens qui se sont exprimés sur les réseaux là-dessus, que ce soit des gens qui suivent et animent un peu la saison NBA sur les réseaux sociaux, ou des fans qui auraient aimé y être, mais c'était évidemment impossible avec le prix des places qui était totalement dingue. Il disait c'est pas les vrais fans, c'est pas les gens les plus bruyants qui sont en tribune. Peut-être, hein, c'est possible, mais les gens qui étaient là ont plutôt joué le jeu, et je pense ont passé un bon moment et ont essayé de mettre de l'ambiance. C'est censé être un match à l'extérieur pour les Spurs, c'est ça qui était drôle. Les Pacers avaient tout l'habillage, l'animation à domicile, mais ça s'est vu à aucun moment. Une ou deux fois, au début je me suis dit, tiens, Siakam il a l'air quand même populaire, les gens l'aiment bien, ils ont joué sur le côté francophone, mais finalement il s'est fait siffler aussi, il s'est fait huer quand il a tiré des lancers. Mathurin qui a fait un bon match, qui est francophone, les gens l'aimaient bien aussi, puis il a quand même plutôt fait un bon match et il a été applaudi. Pour le reste, c'était quand même exclusivement c'était très 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 Spurs, quoi. Moi j'ai un pote qui est fan des Pacers historiquement, qui était dans la salle, mais sinon je connais pas vraiment de vraiment fans hardcore des Pacers qui se sont massés ensemble pour regarder le match, quoi. Personne n'en connaît de tout ça. Exactement, j'allais dire ça, mais où est-ce que tu crois qu'il y a des fans hardcore des Pacers qui vont s'amasser et créer un groupe? Même 5 personnes. Ouais, mais... Samedi, le match sera à domicile pour San Antonio. Façon de parler. C'est-à-dire que l'introduction des Spurs sera évidemment un peu plus chaude que celle qui est du jeudi. Victor sera appelé en tout dernier, dans le noir. Il y aura forcément des moments un peu plus marquants. Mais franchement, je trouve qu'il y avait quand même une belle ambiance. Il faut dire que les Spurs ont répondu présent, parce que la veille, on s'inquiétait un petit peu de l'état de fatigue, notamment de Victor. Là, c'était le scénario idéal, parce qu'on l'a même pas dit encore, mais victoire très large, 140-110 de San Antonio face aux Pacers, avec un énorme troisième carton. On pourra y revenir tout à l'heure, je pense. Et Victor Wembanyama qui a signé 30 points, 11 rebonds, 6 passes, une interception et 5 contres. Donc... Voilà, San Antonio a aussi fait ce qu'il fallait pour emballer un petit peu emballer les choses un petit peu et donner du spectacle. J'ai aussi trouvé que c'était un très bon match de basket, parce que, encore une fois, je vais pas moi les matchs auxquels j'avais assisté, il y en avait eu à Londres. J'avais vu notamment un Denver-Orlando. Ah, c'était Orlando, pardon, ouais. Ouais, Denver-Orlando, où... Oui, une année c'était Toronto, c'était quand même pas des très beaux matchs, je sentais que les mecs étaient fatigués. C'était le meilleur souvenir que j'ai gardé, c'est certainement du match de Denver, parce que c'était avant l'avènement de Nikola Jokic, et j'étais reparti en me disant mais en fait c'est lui le meneur de cette équipe. Il y avait encore Emmanuel Mudiay qui jouait pour Denver, etc. Mais là c'était quand même un beau match, il y a eu vraiment des bons moments, j'ai trouvé intéressant de basket dans ce match. Justement, est-ce que vous avez senti, vous, qui étiez au bord du terrain ou pas loin, que les joueurs vraiment jouaient avec plus peut-être d'intérêt que des matchs passés, ou qu'ils avaient récupéré du décalage horaire, etc. Comment est-ce que vous avez perçu ça, sur l'état de forme des joueurs? Moi, je pense qu'il y a eu... Déjà, il y a Victor, en fait. Je vais parler de Victor, parce que je pense que Victor, il entraîne ses coéquipiers vers le haut. Et lui, tu sens, sur ses première possession, qui a une vraie volonté de se mettre en confiance, de se mettre dans le rythme. Il prend 2 tirs, il rate ses 2 premiers tirs, et voilà. Je dis pas qu'ils sont forcés les tirs, mais un petit peu, tu vois. Il y a l'envie de je vais mettre mon premier panier, et tu sentais que le moment où il allait mettre son premier panier, il allait dérouler. C'est exactement ce qui s'est passé. Il a mis son premier petit tir à mi-distance. Derrière lui, il y a eu une énergie qui s'est... voilà, on l'a répété, il a été mauvais la partie d'entraînement qu'on a vue, il avait l'air fatigué, etc. Et là, tu sens qu'il y a eu une espèce d'énergie qui l'a envahi, c'est bon, je vais faire mon carton devant mon public. Je pense que ça a tiré tout le monde vers le haut. Le match, il y a des moments, ça avait des... C'est marrant parce qu'en conf de presse, Chris Paul a reconnu, c'est Chris Paul, je crois, qui a dit que, si j'ai pas de bêtises, c'est Chris Paul qui a dit que ça avait des airs de All-Star Game. En fait. Ouais, au début, en tout cas, avant le coup d'envoi, ouais. Même lui, il avait encore jamais vu ça dans sa vie. Avant le début du match, tu as l'impression un peu que c'est un All-Star Game. Et il y a des moments où les équipes ont joué un peu comme si c'était un All-Star Game, c'est-à-dire que ça se rendait les coups, mais de manière très offensive, on va dire. Et je pense que Victor a créé une énergie, et les Spurs, derrière, ont su dérouler à partir de cette énergie et jouer justement du beau jeu
avec vraiment de l'envie de gagner et de l'envie de bien jouer. Et je pense que ça, c'était moins le cas du côté des Pacers. D'ailleurs, Siakam et le coach Carlisle ont souligné le fait qu'il n'y avait aucune énergie en fait, du côté d'Indiana. Donc, j'ai trouvé que voilà, ce dont tu parles, c'était surtout du côté de San Antonio. Et je pense que Victor a été un gros facteur là-dedans. Et Vassell, et Devin Vassell. Ouais. Moi, j'avais des craintes. Alors, dans ma grande tradition des pronostics éclatés de début de match, j'avais dit à Antoine, Victor, je le sens fatigué depuis le début de la semaine. C'est pas simple. Il y a le cirque médiatique qu'il a dû observer. Ça va être dur de répondre présent sur le terrain. Même quand il a pris la parole au micro avant le coup d'envoi en disant bonsoir Paris, il s'est fait applaudir. Il a essayé d'inciter les gens à faire du bruit pour pousser la NBA à refaire d'autres matchs à Paris, refaire venir les Spurs, etc. Même là, je me suis dit, j'avais l'impression qu'il a le visage un peu marqué. J'ai dit à Antoine, ça sent le 4 sur 18 ce soir et il prendra sa revanche sur le Game 2 samedi, mais ça va être compliqué ce soir. Les 2 premiers tirs sont ratés, effectivement. Je me dis, c'est peut-être que j'ai vu juste. Et derrière, par contre, totalement planté parce qu'il s'est vite mis dedans et Antoine a raison, il a tiré tout le monde vers le haut. Et sur un plan plus collectif, parce que même si c'est lui qui tire tout le monde vers le haut, j'ai vraiment beaucoup aimé ce qu'on a vu des Spurs. En live, c'est toujours un peu différent. Antoine avait souligné quand il était rentré du Canada et qu'il avait pu beaucoup regarder les Spurs. Il a dit, c'est l'équipe que je préfère voir jouer en ce moment. Mais parce que ça partage beaucoup le ballon, ça recherche beaucoup la passe, il n'y a pas très peu d'isolation finalement. Et ça s'est vu dans ce match. Alors ce match était une belle démonstration de ça parce que ils ont fait 43 ou 44 passes décisives, beaucoup de recherche de l'autre pour que tout le monde participe à la fête. Et le style de jeu est divertissant en fait. Le style de jeu est divertissant et au milieu de cet état d'esprit collectif, tu as un extraterrestre qui fait des trucs invraisemblables, qui claque un contre et 3 secondes après de l'autre côté du terrain en train de dribbler et de tirer à 3 points. Enfin c'est assez saisissant à voir en vrai. Donc sur le spectacle, ouais. Et les Pacers, c'est surtout la deuxième mi-temps parce qu'en première, ils ont eu du répondant. Il y a des joueurs qui étaient un peu plus dedans que d'autres, qui ont réussi à se mettre plus en valeur. Je parlais de Mathurin tout à l'heure qui a été bon. J'ai bien aimé l'agressivité d'Obi Toppin en première mi-temps aussi. Et puis pour d'autres, c'était plus compliqué. Ali Burton, il a été finalement dans un rôle, moi je l'attendais un peu, tiens, qu'est-ce que ça va donner? Mais il était dans un rôle de shooter dans un premier temps, pas très playmaker, alors que je l'attendais vraiment dans l'organisation du jeu. Et ouais, c'est pas celui qui a fait la meilleure impression, je trouve. Mais le spectacle, tu as raison, Théo, était plutôt cool à voir. Le score à la fin, et l'écart est très, 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 très large. Mais pendant un temps, ça a été assez serré et intéressant. Ouais, c'est clair. De toute façon, les Spurs sont. Enfin, c'est à l'image de l'intensité défensive des Pacers. Les Spurs ont été intouchables en attaque. Ils terminent, ils sont à. Attends, 60% au tir, 50% à 3 points, 100% au lancer franc. C'est dur de perdre un match quand tu es aussi adroit. Ils ont aussi ultra dominé au rebond de manière vraiment marquante. Vraiment, moi j'ai trouvé vraiment ce match intéressant, effectivement. Tu voyais notamment cette équipe des Spurs, il lui manque forcément, et c'est pas étonnant, il manque de la constance parfois, mais les moments où ça clique, dans le troisième quart-temps, on peut peut-être en parler un petit peu, quand ils se sont mis à accélérer, c'était vraiment impressionnant. Tu avais l'impression que c'était deux équipes de 2 niveaux différents en fait, sur la vitesse d'action de mise en place des Spurs. Moi j'ai eu le sentiment qu'effectivement il y a Obi Toppin excellent en début de match. J'ai pas trop compris pourquoi après il disparaissait comme ça et qu'il était même pas sur le terrain pendant. Je sais pas ce qui s'est passé. Et Bénédicte Mathurin qui a vraiment été, je trouve. Le seul energizer vraiment de cette équipe des Pacers hier, lui aussi excellent à la finition notamment, et je trouve que c'est l'un des seuls qui a réussi à être au niveau athlétique et d'intensité qu'imposait San Antonio. Ouais, il y a eu des post-ups de Siakam aussi qui ont bien marché au début, qui ont complètement disparu par la suite. Mais c'est en fait ce qui est marrant, parce qu'à la mi-temps, au final, il y a égalité. Mais tiens, je vais flamber un peu. Il y a Josh Moisan du NBA Corner. Excuse-moi, il y a plus 3 pour San Antonio, juste. Ouais. Donc, quasiment. Okay, plus 3 pour San Antonio, effectivement. Je ne sais pas pourquoi dans ma tête, je pensais que c'était égalité. Il est venu me demander, Josh Moisan du NBA Corner, à qui on passe le bonjour, il est venu me demander ce qu'on voyait pour la suite. Et je disais, j'ai quand même l'impression que San Antonio joue mieux, bien mieux collectivement, et que les paniers d'Indiana résulte quelque part d'exploits individuels, tu vois. Il y a eu les post-ups de Siakam, c'est pas forcément un exploit individuel, mais il a eu un mismatch souvent en première mi-temps. Des fois c'était Chris Paul sur lui, des fois c'était Stephen Castle, des fois c'était Devin Vassell. Il avait toujours l'avantage de taille après les switches, et au final il a puni en partie. Mais sinon, si tu regardes les paniers d'Indiana en première mi-temps, il y a Obi Toppin qui prend 2 tirs à 3 points en première intention. T'as Ali Burton qui a mis 2-3 step back
sur des possessions compliquées où tu te dis, ouais, mais est-ce que ça, il va le faire toute la soirée et à quel pourcentage? Du coup, Indiana avait mis beaucoup de points en première mi-temps, ou en tout cas avait tenu le rythme de San Antonio en première mi-temps, mais tu sentais quand même que ça allait shifter. Après, que ça allait shifter à ce point, peut-être pas. Pareil, en conf de presse, Chris Paul expliquait qu'au final, pour lui, sur ce troisième quart-temps, ce qui fait beaucoup la diff, c'est le fait que San Antonio s'est pas contenté d'échanger les paniers, en fait. Tu vois, et il a expliqué que cette équipe, elle avait parfois tendance à juste, ok, ça part en match offensif, on s'échange les paniers sans forcément faire de stops. Et là, ça n'avait pas été le cas. Ils ont réussi à faire des stops. Après, voilà, moi, comme toi, je souligne quand même la vitesse d'exécution, l'aboutissement. Je pense que c'est un des meilleurs cartons de la saison des Spurs, peut-être même le meilleur carton de la saison des Spurs. Il y a de l'intelligence de jeu, toujours, tu vois, chaque passe, chaque solution, chaque drive mène à un bon kick qui mène à une bonne passe, etc. Et ça donne des paniers faciles. Je pense qu'ils ont quand même été. Il y a un truc, c'est que les Pacers ne sont pas venus pour défendre. Je pense que là, c'est pas une équipe qui vient souvent pour défendre, mais là, ils sont vraiment pas venus pour défendre. Ça a facilité la tâche des Spurs. Mais ouais, je pense vraiment, voilà. Et tout le monde, en fait, même les joueurs qui sortent, d'ailleurs, pardon, je fais long, mais j'en profite. Les deux équipes que j'aime le plus jouer, c'est deux équipes qui jouent avec un pivot, qui jouent sans deuxième pivot. En fait, c'est les Nuggets et les Spurs. J'ai beaucoup aimé là avec le retour de Sohan qui sortait en sortie de banc. Ouais. J'ai beaucoup aimé le fait que derrière ça jouait small ball avec Sohan et qu'il y avait toujours cette volonté du coup de jouer vite, de se faire passer la balle. Et c'est pour ça que j'allais dire, tu vois, c'est pas juste le 5 majeur, c'est derrière Sohan qui rentre, il est dans ce moule. Keldon Johnson qui rentre, il est dans ce moule. Champagny n'a pas fait un très bon match, mais quand il rentre, il fait pas d'erreur. Tu vois, c'est des petits détails comme ça. Et non, ouais, c'était très agréable à voir ce troisième carton. Très Jones aussi, j'ai bien aimé son entrée. Très Jones, bien sûr. Il était bien. Ouais, pardon, 45-23 le score du troisième carton dont tu parlais, Antoine. Et Carlisle en a parlé après, il a dit c'est marrant parce que ces dernières semaines, Indiana a rectifié le tir après un début de saison compliqué, justement en augmentant un peu le niveau défensif. Et il a dit depuis qu'on a commencé à défendre, c'est-à-dire donc il y a quelques semaines, je crois pas qu'on ait pris une telle rafale dans un carton. Et regardez la feuille de match en même temps, car là il a dit on n'arrivait absolument pas à les stopper, leur rythme, leur intensité, c'était trop compliqué. Il a d'ailleurs salué les Spurs en disant que ils avaient fait un super match. Il a lui aussi évidemment été dithyrambique au sujet de Victor, même avant les matchs, déjà. Un joueur unique. À un moment, il a dit si je fais des compliments, c'est du tempering ou pas, j'essaie de faire gaffe. Voilà. Donc ouais, non, vraiment en live, on se rend encore plus compte de la qualité du jeu collectif qu'ils sont capables de pratiquer et qui à terme sera peut-être leur marque de fabrique aussi quand ils essaieront d'accélérer pour être une équipe, pour être un contender. À la fin du match, j'avais demandé à Harrison Barnes qui l'autre jour nous avait dit on est encore un peu on est au début du voyage, on peut pas encore totalement comparer avec ce que lui il a vécu aux Warriors, où il était dans l'équipe avant que Steve Kerr arrive et que ça devienne les Warriors. Et il a dit c'est avec ce type de performance-là, cette mentalité-là de beaucoup partager le ballon, de faire beaucoup de passes décisives et pas juste de se dire on a un extraterrestre et débrouille-toi, que ça fonctionnera. Donc c'est avec ça qu'ils peuvent devenir l'une des équipes références de l'Ouest, et c'est ce qu'ils veulent être, hein. C'est ce dont Victor envie, c'est ce que les Spurs pensent être capables de faire, et je pense qu'en jouant comme ça, avec une identité collective comme ça qui est vraiment intéressante, ça le fera. Ouais, vous parliez de la défense, effectivement, dans ce troisième carton. C'est le moment où San Antonio a vraiment haussé le ton. Alors, bien sûr, il y a eu les interceptions de, je sais plus, Devin Vassell qui en prend un, je crois que Stephen Castle aussi, etc. Mais c'est là où, quand même, on a vu aussi, enfin, on l'a vu dès le début du match, on a vu la force de dissuasion de Victor, en fait. Vraiment, ce qui ne se rentre pas dans la ligne de stats. Mais tu vois les joueurs faire demi-tour, pas aller au bout de l'action, finalement choisir de chercher une autre option. Il y a même un moment où, je sais plus, je crois que c'est Siakam, il prend la ligne de fond, il y a faute. Et en fait, d'habitude, quand il y a le coup de sifflet, les joueurs jettent toujours la balle vers le cercle. Et lui, il était tellement sûr qu'il ne pourrait pas tirer qu'il a ressorti un ballon vers un shooter à 3 points. Du coup, il y a eu touche, je sais pas, des lancers francs. C'était vraiment impressionnant. Mais je vais vous donner les stats de Victor sur les deux dernières minutes et demie du troisième quart-temps. Sur ce temps-là, il a mis 4 points, 3 rebonds, 3 contres, 2 passes décisives. Il faisait déjà un bon match, mais c'est vrai qu'il y a eu cette séquence-là où il était omniprésent des deux côtés du terrain, et tu voyais à la fois, je trouve, ce dont tu parlais, Antoine, la manière dont ça a galvanisé les Spurs, parce qu'en plus, il n'a pas eu besoin d'en faire
plus que de raison en attaque, il a joué très juste. Et tu voyais aussi les Pacers qui ne savaient pas comment réagir. C'est-à-dire que dans l'ADN des équipes NBA, souvent, il y a ce côté, on a pris un coup, on va le rendre. Et en fait, ils essaient de le rendre et c'est contre. On veut le rendre encore contre à nouveau. Et après, même le dernier des contres, tu sens que le mec, il croit pas du tout, quoi. Je sais plus qui se fait contrer, mais tu sens la confiance collective de l'équipe qui chute complètement. Et voilà, on sait que des comebacks dans les matchs NBA, maintenant, il y en a tout le temps, surtout avec le tir à 3 points. Mais là, tu voyais que le match était plié, en fait. Tu voyais vraiment qu'il n'y avait plus l'énergie ou même j'ai l'impression, le sentiment pour cette équipe des Pacers qu'elle pourrait revenir. Et c'est vraiment parti de ce dont vous avez parlé, l'intensité défensive de San Antonio, la qualité du collectif. Mais là, en plus, l'impact de Victor a été énorme. On en discutait après aussi. Moi, ce qui m'a le plus impressionné peut-être chez Victor, au-delà de la panoplie, je l'avais déjà vu jouer en vrai avec l'équipe de France contre le Canada, et un peu plus jeune aussi, mais bon, il a quand même bien progressé depuis. C'est au-delà de tout ce qu'il est capable de faire balle en main, c'est la force de dissuasion qu'il a. C'est ce que tu évoquais, Théo. Le fait qu'il fait changer d'avis des mecs qui sont quand même chevronnés et qui ont l'habitude de marquer depuis qu'ils ont 15 ans. Et parfois, juste avec le regard, tu as l'impression qu'il dissuade. Il y a une ou deux situations où des shooters totalement fiables commencent à faire le mouvement pour prendre le tir, et ils ont l'impression que Victor va tendre le bras et que du coup ça va rendre impossible le tir. Ils le prennent, mais c'est un peu en panique, et du coup ça rate. Il y a 2-3 situations comme ça où je disais qu'il défendait avec les yeux juste en les observant, et tu vois, il passe d'une zone à l'autre rapidement vu son gabarit, et ça change. Il change la géométrie du terrain en défense. Dès qu'il se tourne, ça change. Ça oblige l'équipe adverse à revoir ses plans. C'est assez saisissant quand même à voir en vrai aussi. Moi, je vais partir de ce qu'il a dit en conférence de presse. J'ai trouvé très intéressant quand on lui a demandé comment il s'est conditionné, comment il s'est préparé pour ce match. Et tu vois, il explique aux journalistes. Il dit, mais en fait, un match, alors c'est une manière globale de préparer ses matchs, mais il dit, si tu veux faire quelque chose d'incroyable, il ne faut pas te concentrer sur l'incroyable, il faut te concentrer sur chaque petite chose. Tu vois, voilà, c'est une mentalité que je trouve intéressante, parce qu'en fait, je le vois chez lui. Je pense que c'est quelque chose que quelqu'un lui a appris, tu vois, avec un préparateur mental, va savoir, et qu'il est en train d'appliquer. C'est que si je me concentre sur chaque petite chose, en fait, quand elles se mettent bout à bout, il y a de l'exceptionnel qui vient. Et comme tous les jeunes joueurs, et Victor, l'an dernier, il y a quand même des moments où il y a des possessions un peu vides, notamment au début de sa première moitié de saison, ce qui est logique. Il y a des possessions vides où, tu sais, il court d'un bout à l'autre du terrain, il n'a pas la balle, tu vois, des trucs comme ça, il n'a pas le ballon, il n'arrive pas à prendre sa position. Et du coup, pendant 4 minutes, il est sur le terrain, mais tu ne le vois pas, puis il sort et tu te dis, Victor, ouais. Après, bien sûr qu'il a des passages où il va être exceptionnel, mais là, ces possessions vides dont je parle, elles existent de moins en moins, en fait. J'ai l'impression que Victor, en se concentrant sur chaque petite possession ou chaque bout de petite possession, c'est qu'est-ce que je vais apporter là sur ce petit bout de possession? Sur ces 5 secondes-là, quel est mon rôle? Sur ces 5 secondes-là, quel est mon rôle? Et en fait, tu as l'impression, et ça rejoint la dissuasion, c'est qu'il est constamment, il est de plus en plus actif, en fait. Il y a des moments, il n'est pas vraiment, il est à l'opposé du ballon, mais il va se placer avec ses longs bras, il va être actif, et puis il va vite recouvrir, sans même que la balle arrive forcément à son joueur. Mais tu vois, par exemple, il y a un renversement de 45 à 45, tu le vois vite, boum. Et en fait, ce mouvement qu'il a, il est tellement grand, je suis persuadé, je ne l'ai pas posé la question, c'est vrai, aux attaquants adverses, mais je suis persuadé qu'il le voit, en fait. Tu vois, et pourtant, là, on ne parle même pas, ce n'est pas son joueur qui a la balle, il est loin du ballon, il est juste ce mouvement de « Ah, je me tourne parce qu'il y a eu ce renversement », il y a un truc qui se crée. Et tout ça, je pense, le met en rythme, et t'accumules derrière un rebond, une course, un 3 points, un écran avec un truc où il roule. Tu mets tout ça ensemble et tu arrives à de l'exceptionnel, et tu arrives à une performance qui est peut-être l'une de ses meilleures performances en NBA. Et j'ai l'impression qu'il est vraiment en train de capter ça de « Ah, mais en fait, moi, j'ai le pouvoir d'impacter un match vraiment sur chaque possession que je joue, et je l'impacte pas qu'un peu. » Et tu as le joueur, en fait, le moment où il va vraiment maîtriser ça complètement, tu vas avoir des matchs ultimes de lui, comme Nikola Jokic. Tu vois, Nikola Jokic impacte chaque possession d'un match de basket. Tu vois. Et ben Victor Wembanyama, je pense qu'on va y arriver, et qu'on va y arriver vite, en fait. Et c'est ça un peu, c'est l'impression que j'ai eue, tu vois, notamment en le voyant hier. Et cette séquence, en fait, de ces 4 points, 3, qui est une séquence exceptionnelle, où ça a chauffé tout le monde, ça a chauffé le public. Tu vois, tout le monde a retenu cette séquence. Bah, c'est le fruit, quelque part, de
de ça, de cette mentalité et de cette envie de se dire je peux impacter quand je veux le jeu et partout en fait. Il y avait le quadruple-double dans les pattes. Il y avait le quadruple-double dans les pattes, pas très très loin. En insistant un peu, à un moment, il essayait de faire les passes. Il a vu qu'il était à 5-6 passes. C'était juste pour illustrer ce que tu disais sur le fait qu'il peut impacter chaque secteur, chaque possession. Ça s'est vu. Ouais, c'est vraiment intéressant ce que tu dis sur son activité, parce qu'effectivement, il y a plusieurs fois où le ballon est même pas venu de son côté, mais ça a tellement mobilisé la défense que l'attaque des Spurs a pu en profiter pour marquer. Et c'est ça qui est vraiment intéressant quand tu te projettes un petit peu et quand tu penses pas simplement à cet effectif-là de San Antonio, même si là, par exemple, Devin Vassell a fait un excellent match, j'ai trouvé vraiment très très bon tout du long. Mais tu te dis, si tu rajoutes effectivement des joueurs plus forts et que tu as toujours cette même problématique pour la défense qui est de s'occuper de Victor Wembanyama, ça ouvre vraiment tout un monde des possibles et d'une certaine manière, dans un style forcément complètement différent. S'il garde cette activité, ça me fait penser à Stephen Curry en fait, où Stephen Curry, à partir du moment où il rentre sur le terrain, il y a ce que les Américains aiment, enfin ils parlent de gravité en fait, c'est-à-dire qu'il attire tellement l'attention de la défense sur lui parce qu'il est dangereux dès qu'il a franchi la ligne médiane et qu'il est tout le temps en activité, que ça ouvre tout un tas de situations offensives pour son équipe, même s'il touche pas le ballon. Et en fait, Victor, je pense que s'il arrive à conserver cette attitude, je vois pas pourquoi il le ferait pas, mais on sait aussi que certains joueurs, au bout d'un moment, ils perdent un petit peu quand même de cette envie, parce que c'est vraiment l'expression d'une compréhension du collectif et d'une manière de se mettre au service de l'équipe, de réussir à se forcer à s'astreindre à autant de mouvements et de déplacements en sachant que tu n'auras peut-être pas la balle mais que ça sera bon pour ton équipe. Et s'il continue là-dessus, c'est vraiment... Enfin voilà, tu vois le nombre de problèmes qu'il pose à cette équipe qui posait à cette équipe des Pacers hier. Tu parlais tout à l'heure, Antoine, tu sais, de la manière dont les joueurs se sont adaptés parfois à ce qui se passait. Et San Antonio l'a très bien fait. Par exemple, j'ai en mémoire... bon, c'est pas étonnant quand on parle de Chris Paul, mais Chris Paul s'est rendu compte, là, quand il jouait le pick and roll, qu'il y avait 2 joueurs qui venaient sur lui systématiquement. Et derrière, 3 fois de suite, il joue pick and roll. Et simplement, le joueur qui porte le pick pop juste à l'endroit où il est, en fait. Et il se retourne, il donne 2 fois la balle à Victor Wembanyama. Une autre fois, je crois que c'est je sais plus si c'est Harrison Barnes ou Stephen Castle. Mais hier, on sentait quand même, je trouvais, que c'était manifeste que San Antonio était focus, en fait. Était concentré et voulait vraiment prendre ce match qui est important. Ils étaient sur une série de défaites, 3 défaites de suite. Ils voulaient rebondir alors que Indiana était plus dans une bonne passe, entre guillemets. Du coup, c'est intéressant aussi de savoir si c'était simplement le staff qui avait concentré les joueurs, si comme alors les présentateurs, moi j'ai regardé le match en différé, donc j'avais les commentateurs du League Pass, quand on faisait beaucoup, je trouve, sur le côté les joueurs des Spurs ont envie de gagner pour leurs potes, c'est parce que c'est son match de retour. Je dis pas que ça joue pas, hein, peut-être que ça joue, je sais pas, mais en tout cas ça sera intéressant de voir sur le prochain match samedi, où en seront dans quelle disposition d'esprit seront les Pacers. Et je vais peut-être vous lancer là-dessus parce que on a parlé vite fait de Tyrese Haliburton tout à l'heure, qui fait pas une bonne saison globalement par rapport à ce qu'on pouvait attendre de lui, même si ça va mieux, mais c'est quand même pas ce qu'on attendait. Hier, si j'avais pas su que Tyrese Haliburton était Tyrese Haliburton, j'aurais jamais deviné que c'est censé être le leader, le franchise player de cette équipe. Alors c'est un match, hein, c'est un micro-événement, mais l'impression visuelle était vraiment pas top, j'ai trouvé. J'ai posé la question à Rick Carlisle en plus avant le match, en le disant qu'il avait eu quelques difficultés en début de saison, mais que ça allait un peu mieux. Est-ce que là, il pensait avoir la meilleure version d'Haliburton aujourd'hui, avant ce match-là? Et il n'est pas du tout ouvert à la discussion, très protecteur avec le joueur. Il a commencé, il a dit Tyrese, c'est un des meilleurs joueurs du monde. Je sais pas s'il a struggled. Il a dit non, moi j'ai pas l'impression. Dès qu'il est sur le terrain, on a l'un des meilleurs joueurs du monde. On a 2 All-Stars dans l'équipe et c'est ça qui fait qu'on est bien classé. Pour moi, il est pareil, il change pas. Donc c'est bon. On sait comment sont les coachs parfois. Ils vont pas. Ne serait-ce que reconnaître que leurs joueurs ont eu des difficultés parfois, ils ont presque l'impression que ça entame la confiance de leurs joueurs. Donc Carla, il n'était pas trop ouvert à la discussion, mais oui, normalement, c'est un type c'est peut-être le meilleur.
c'est l'un des tout meilleurs meneurs-passeurs purs de la ligue. Normalement, il tourne à. Je ne sais même pas quelle est sa moyenne de passes cette année. C'est un peu moins peut-être, mais. Il est à 8,8, Ouais, voilà. je pense qu'il est proche de 9, entre 8 et 9. L'an dernier, il était au-dessus des 10, non? Enfin, il était vraiment. Bon, ce sont des statistiques, mais dans le jeu, ça se voit, il est moins influent dans le jeu. Je ne sais pas à quoi c'est dû. En dehors, il n'a pas l'air perturbé. Il est très agréable, très bon client à Liberton. Il répond longuement aux questions, très, très souriant. Sur le terrain, il y a peut-être une sorte de contre-coup. L'année dernière, c'était la saison de l'explosion. Il est devenu, dans tous les classements, les mecs le mettaient très très haut dans la hiérarchie de la ligue. Il a été sélectionné avec Team USA. Enfin, il a quand même, c'est des choses qui sont peut-être pas simples à digérer non plus, que ce soit physiquement ou mentalement. Le fait de rebondir, d'enchaîner après une saison où tu vas en finale de conférence, même si c'était pas attendu et que c'est une bonne surprise, derrière, il y a la pression de se dire comment on fait pour y retourner. Il y a des équipes qui ont la recette. On sait qu'avec la manière dont leur effectif est bâti, ça le fait. Là, les Pacers ont été bons, mais ils ont aussi profité des ratés des autres ou des blessures des autres. On ne peut pas le nier, ça n'enlève rien au mérite de leur parcours. Hein, et je pense que là, c'est un moment un peu... Une transition, un creux, quelque chose qui est peut-être pas simple à gérer pour Haliburton et qui fait pour moi en tout cas, contrairement à ce que dit Rick Carlisle, on ne voit pas encore la meilleure version de Tyrese Haliburton. C'est intéressant ce que tu dis, parce que moi je me demande, c'est quoi en fait justement la meilleure version d'Haliburton? À quoi ça ressemble? Moi je trouve que c'est un joueur qui a un problème d'identité en fait. Je me permets d'aller jusque-là. Alors peut-être je me laisse aussi un peu influencer par ce que j'ai vu hier. Je ne sais pas exactement quel joueur c'est en fait, Tyrese Haliburton. Et moi j'ai du mal avec l'idée que c'est une superstar au sens superstar du terme, tu vois. Je pense que c'est un très bon joueur de basket. Je pense que c'est un mec qui peut être très intéressant, notamment s'il y a des joueurs plus forts autour de lui. Peut être très intéressant dans un contexte de Team USA, même si là, il jouait pas beaucoup. Mais là, tu me dis que c'est le patron de ton équipe. D'ailleurs, c'est marrant, je suis allé voir en même temps ses stats en playoff. Les stats en playoff de Tyrese Haliburton, c'est au final les stats qu'il a là. Tu vois, il est à 18 points, 8 rebonds, 18 points, 8 passes. Pas des excellents pourcentages. Après, il y a un truc, tu as raison, il y a un peu moins l'effet de surprise. Et du coup, je pense que les équipes sont mieux préparées à jouer à Haliburton. Mais du coup, là, tu vois, sur Haliburton hier, je vois pas une volonté. Il n'y a pas de moment où c'est vraiment le leader qui met du rythme, comme tu as dit, leader de l'attaque. Tu vois. En fait, pour moi, son identité, c'était ça. C'est-à-dire que le moment où Haliburton a percé, ce que je trouvais très intéressant, c'était un meneur qui jouait très vite et qui faisait la passe très vite. Tu vois. Il y avait vraiment un truc de allez, on fonce, passez-moi la balle, je suis le pilote. Vous courez, mais t'inquiète pas, je vais trouver la bonne passe. Et je vais trouver la bonne passe et je vais la faire vite. Un peu comme Lonzo Ball, c'est un meneur qui lâche vite la balle. Tu as des meneurs passeurs différents. Tu as les Trae Young, tu vois, qui s'inscrit dans le moule pour moi, des Westbrook ou des John Wall qui étaient à plus de 10 passes, mais en gardant longtemps la balle, en faisant la passe qu'au moment où tu as la passe décisive. Haliburton, c'était dans le style un peu Lonzo de je suis le pilote, j'ai une super vision du jeu, j'ai une vision complète et en transition, je vais être meurtrier parce que vous êtes 3 ou 4 à courir, mais je vais passer la balle. Vraiment, ça va être la meilleure passe disponible. Et il y aura juste un panier. Parce que quand il y a 3 ou 4 gars qui courent, tu as quand même la défense qui revient. C'est pas toujours évident de trouver cette bonne passe. Lui, il avait ça. Là, j'ai pas revu ça sur match. Il y a plein de moments où je revois pas ça, peut-être parce que les Pacers courent un petit peu moins aussi. Je pense que dans l'ensemble, c'est une équipe qui a une recherche un peu d'identité, qui a du mal à jongler entre on va défendre fort et on va courir et tirer en première intention. Et du coup, à Haliburton, les moments où on l'a vu, c'est sur jouer des 1 contre 1. Et je sais pas si c'était une volonté des Spurs de dire, mais en fait, lui, si on veut le battre, faut qu'on le force à essayer de mettre des points. Parce que Haliburton, c'est un bon joueur, mais c'est pas un assassin. Enfin, c'est pas un excellent scoreur. Tu vois, c'est pas Anthony Edwards. J'ai pas peur qu'il me mette 50 points. Tu vois, j'ai pas peur. C'est pas Kevin Durant, quoi. S'il doit jouer 30 isolations dans le match, je me dis qu'en fait, il y a des chances que je vais gagner ce match. Et oui, en première mi-temps, il met ses points. Tu vois, il met quelques paniers en iso. Mais c'est pas un excellent shooter, c'est pas un mec ultra athlétique, c'est pas un mec ultra rapide, il a un bon handle, mais il est pas exceptionnel. Alors encore une fois, c'est un très bon joueur, mais il est pas exceptionnel dans aucun de ses domaines, donc il va pas constamment tuer son défenseur, tu vois. Et c'est pour ça que je pense qu'Haliburton a vraiment besoin qu'il y ait un mec qui crée plus de décalage, parce que il y a eu une action qui me marque dans le match, c'est dans le 3e ou 4e quart-temps justement, où il y a un moment où je pense qu'il y a une erreur défensive des Spurs, mais je me souviens plus de qui, où d'un coup, ça double sur Haliburton. Il y a eu un espèce de pick and roll où, pareil, il fait ses dribbles,
J'exagère, il dribble pas aussi haut, mais ça me fait rire quand il dribble à Liberton. Et là, d'un coup, il y a 2 joueurs des Spurs qui se sont retrouvés sur lui. Il a attiré l'attention de la défense, ce qui n'était pas le cas en première mi-temps où à chaque fois on le laissait jouer son 1 contre 1. Et là, dès qu'il y a eu les 2, boum, il a trouvé le mec tout seul. Tu vois. Donc il a cette vision et cette rapidité d'exécution. Mais si tu le laisses jouer, c'est un contre 1, au final, si tu as un défenseur à peu près correct, je pense qu'à Liberton, il ne va pas te tuer, quoi. Et voilà, je sais pas. Voilà. Pour résumer, je trouve qu'il y a un peu une crise d'identité chez lui. Et je pense que première option, ça va pas coller en fait sur le long terme. Là où je l'ai trouvé un petit peu décevant, alors, encore une fois, hein, c'est juste un match, donc voilà, simplement ça permet de mettre le doigt sur quelque chose, c'est que j'ai trouvé justement que dans ce fameux 3e carton, parce que c'est là que le match se joue, qu'il n'avait pas été capable en fait de vraiment de gérer le rythme en fait et l'animation du jeu de son équipe. Donc je parle pas forcément de passes décisives, je parle même pas forcément de points, mais c'est de prendre le contrôle, prendre la direction plutôt que le contrôle, la direction du jeu de son équipe pour essayer de proposer des choses qui permettent d'endiguer un petit peu l'éclat qu'était en train de mettre San Antonio. Et je pensais que ça allait être effectivement, par rapport à ce que tu disais, Antoine, je pensais que ça allait être ce type de joueur-là, Tyrese Haliburton. Et là, je suis un peu étonné finalement de voir ce qui se passe cette saison, même si voilà, on l'a dit, là, les Pacers font une saison tout à fait honorable. Moi, je pense même qu'ils font la saison qu'ils étaient censés faire. Je pense qu'on en avait parlé un petit peu tous les trois à plusieurs reprises. On les voyait pas forcément se mêler au top 4 de la conférence Est ou jouer les Cadors, même s'ils ont fait un excellent parcours l'an dernier. Mais voilà, c'est quand même... je m'attendais pas en fait à le voir marquer une pause dans son évolution en tant que joueur, dans son impact. Je m'attendais vraiment à ce que soit il confirme, soit que ça soit un peu meilleur. Et puis après, on sait qu'à partir d'un certain niveau, tu peux pas passer des caps tous les ans. C'est juste, c'est à la marge finalement les progrès que tu vas effectuer. Mais ces progrès à la marge vont avoir un effet, un impact énorme sur le rendement de ton équipe. Et là, je suis un peu sur le... Voilà, bon, un peu... Je sais pas trop quoi penser de ce joueur et de cette saison, alors que dans le même temps, tu vois, par exemple, Bénédicte Mathurin, où l'an dernier, on se disait, bon, il marque le pas, il a régressé. Là c'était l'inverse. Encore une fois, hein, c'est un match, mais sur sa saison, j'ai trouvé Bénédicte Mathurin vraiment, vraiment très intéressant. J'ai trouvé qu'à l'inverse, finalement, il confirmait ce qu'on avait pensé de lui à la fin de sa première saison, sa saison rookie. Ouais, pour Haliburton, c'est compliqué. J'aurais tendance à penser un peu comme Antoine. C'est un joueur que j'aime bien en plus. En tout cas, je ne m'attendais pas à ce qu'il a fait la saison dernière, je ne m'y attendais pas, clairement. Où il prenait feu dans des matchs, il était très démonstratif, il renversait des situations, il marquait beaucoup. Mais peut-être que c'est juste une formidable deuxième option. Hein. Ça serait rien d'honteux. Tu peux être une formidable deuxième option, constamment All-Star, avoir des contrats gigantesques, c'est très très bien aussi. Et peut-être qu'on se trompe et qu'il va réussir à redresser la barre, que c'est juste une période de fatigue physique, mentale et qui trouvera aussi des solutions. On ne sait pas, mais oui, là, moi, je l'ai trouvé dans un creux. C'est pour ça que j'avais posé la question à Carlisle, mais bon, le sosie de Jim Carrey n'était pas ouvert à la discussion. Voilà. Ouais, il ressemble toujours un peu. Non, mais effectivement, je pense sincèrement pas, et même l'an dernier, je pensais pas que Tyrese Haliburton puisse être la première option d'une équipe qui joue le titre. Je pense pas que ça puisse être ça. C'est-à-dire que si tu as un joueur au moins aussi fort, c'est bien, mais voilà, je pense qu'il faut quelqu'un au-dessus. Mais par contre, quand même, je trouve ça un peu... Mais, enfin, pardon, je tempère moi-même mes propos. Vous avez raison de rappeler, l'an dernier, il a fait saison longue, et puis après, les Jeux Olympiques, c'est normal que tu arrives et que tu sois fatigué en début de saison. Et je pense que... D'ailleurs, il y a pas mal d'équipes qui commencent à tirer la langue. Hein. Là, on arrive à la mi-saison vraiment. Le break du All-Star Game va faire énormément de bien. On pourra en parler tout à l'heure. On vous donnera aussi les autres résultats de la nuit sur la fin de ce podcast. Donc peut-être qu'il faut ça pour que Haliburton puisse vraiment souffler et puis repartir pleine vitesse sur la deuxième partie de saison. Mais en fait... Tu parlais de ses stats en play-off, Antoine. C'est vrai qu'en fait, on peut remonter même à la blessure qu'il a eu l'an dernier. Parce qu'il y avait les stats avant et après sa blessure. C'était plus tout à fait le même joueur. Et on peut même se demander s'il est vraiment revenu finalement. Alors, je sais pas si c'est physique ou pas, mais... Il avait fait un espèce de grand écart. C'était quoi sa blessure ? Je me souviens d'un truc où on s'est dit qu'il s'était explosé là. Il avait glissé, il avait fait un grand écart et c'est là-dessus qu'il s'était blessé, je crois. C'était pas les ischios ou... Je m'en rappelle plus.
c'est Je possible. pense que c'est les ischios, mais on peut le tourner aussi autrement. Alors, on peut se dire, est-ce qu'il est vraiment revenu physiquement, mais aussi on peut se dire, est-ce que finalement, le moment où on l'a vu le plus brillant, c'est pas un échantillon un peu trop faible, tu vois, un peu trop petit, et que Ouais. finalement, le joueur qu'il est là, c'est le joueur qui. Moi, j'ai l'impression que c'est plus profond que physique, en fait. C'est plus Je vraiment pense qui je aussi. suis en tant que joueur. Comme j'ai dit, c'est pas le mec le plus rapide, c'est pas le mec le plus athlétique, c'est pas le meilleur shooter. Donc pour ce qui est de mettre des points, il va toujours réussir à mettre des points parce que c'est un mec doué, c'est un mec talentueux. Mais tu vois, ça, tu peux pas. Il manque encore. Tu vois, je parlais de possession vide. Haliburton, il a des possessions vides. Et là, je parle pas que de ce match. Je pense que c'est tous les matchs des Pacers qu'on voit. Haliburton, il a des possessions vides, ce qui est normal. 95% des joueurs NBA, ils ont des possessions vides. Mais c'est vraiment pas un mec où je me dis à terme, il va être dans la catégorie d'un Nikola Jokic, d'un Giannis Antetokounmpo, après c'est d'un Victor Wembanyama, c'est des ou même là c'est injuste parce que là je compare aux meilleurs joueurs du monde, mais tu as même d'autres gars porteurs de balles. Je vois quand même plus de choses chez Anthony Edwards, tu vois là c'est un peu plus intéressant de comparer parce que c'est des générations à peu près similaires. Je pense pas qu'Haliburton aspire à être un candidat au MVP, tu vois. On est sur un très bon meneur de jeu qui fera. Tu vois, imagine, tu deviens Kevin Johnson pour les plus anciens. Alors, je compare pas le profil des joueurs, je parle juste de l'aspect carrière. Je suis vraiment pas sur le profil des joueurs. Tu es le meneur d'une équipe très forte qui pendant des années va en playoff et à un moment il y a un MVP qui rejoint ton équipe et tu vas en finale NBA, tu vois. Si tu es sur ce genre de profil de carrière, bah, c'est génial pour Haliburton. Ouais, ouais. Kevin Johnson, là aussi, hein, histoire de blessure, parce que le Kevin Johnson pas blessé, c'était quand même. T'as peut-être raison, hein, mais à ce stade-là, en tout cas, moi, je serais tenté de penser que Kevin Johnson était un joueur plus fort que ne l'est Tyrese Haliburton à ce stade-là, mais la comparaison est intéressante, carrément. Je lui souhaite qu'il finisse pas maire de Sacramento et pas dans des embrouilles judiciaires comme Kevin Johnson. Mais non, mais juste pour revenir sur Haliburton, il y a quand même une partie des médias et des observateurs qui, en tout cas, n'ont pas du tout pensé comme nous à un moment. Voilà, on est en train de dire que c'est difficile de l'imaginer comme première option, comme franchise player d'une équipe qui va loin, mais dans tous les rankings individuels, alors ça vaut ce que ça vaut. C'est pas parce que tu as le 4e meilleur joueur de la ligue que tu es forcément. T'es pas si loin d'être un contender normalement si tu as un top 5 player, mais Haliburton, rappelez-vous, dans les power rankings d'ESPN, Bleacher Report et tout, quelle que soit l'importance qu'on y accorde, il était pas top 10 à un moment. Non, mais ouais, mais tu l'as dit, c'est ESPN, The Ringer. The Ringer, ils ont déjà mis Tyrese Maxey, 10e meilleur joueur de la ligue, devant Ouais. Donovan Mitchell, Damien. Tu vois, ça change d'une époque à l'autre. Tu as une envie tu sens qu'il y a un joueur qui a une certaine vibe, tu veux cliquer dessus, il est américain, il est jeune. Enfin, tu vois, fions-nous au All-NBA, à la répétition des mecs élus dans les All-NBA. Ça, pour moi, c'est parlant, tu vois, plus que le ranking auquel sera mis Haliburton à telle période donnée, quoi. Ouais. Et puis honnêtement, être la première option d'une équipe NBA qui peut jouer le titre, il y a peut-être 5 mecs en fait qui sont ça. Bah ouais, c'est ça aussi, quoi. C'est que tu peux être dans le top 10 sans forcément remplir ce critère. C'est pour dire, voilà, ça enlève rien au talent de Tyrese Haliburton, mais c'est effectivement intéressant. Je me posais la question de savoir si, au-delà des aspects de terrain qu'on a vus, vous, il y a des choses qui vous ont surpris ou qui vous ont amusé ou voilà, des choses un petit peu pour lesquelles il fallait être sur place dans la salle pour s'en rendre compte, que ce soit des animations, des gens que vous avez pu voir parmi les célébrités auxquelles vous attendiez pas, ce genre de choses. Alors, on n'a pas croisé Ronaldo aux toilettes comme l'année dernière. Vous aviez suivi. On était en file d'attente pour les toilettes et Antoine m'avait tapé dans l'épaule en me disant mais t'as vu qui est devant? Ronaldo, le vrai pour les anciens, pas Cristiano Ronaldo. Non, on n'a pas vu. Là, on n'avait pas. Au niveau des gens, on n'a pas vu ça. Qu'est-ce qui nous a marqué, Antoine? Moi, il y a un truc. Moi, il y a un truc que j'ai trouvé marrant. Ça m'a fait presque plaisir parce que je suis un hater. Mais il y a eu en célébrité, ils nous ont annoncé 3 joueurs NFL, dont Odell Beckham. Et Odell Beckham quand même, ouais. Tu vois, en plus, les mecs, moi, on était en phase 2. Alors, au-dessus, mais bref, je les voyais depuis le début, avant même qu'ils soient annoncés. Tu sentais qu'il y avait beaucoup de swag, on tape la démarche, etc. Et ils ont été annoncés un peu en star, en mode, bah voilà, les célébrités, regardez, ce soir, on a 3 joueurs NFL. Pas un bruit. Rien à faire. Même au point où Obi Junior, c'est comme ça qu'on l'appelle, Obi Junior, Odell Beckham. Ouais. Même lui, il a à la fin lâché un signe de main, genre en mode, oh,
Parce que tout le monde s'en. Je suis désolé pour YouTube, mais tout le monde s'en battait les couilles. Clairement, rien à faire. Ça m'a fait marrer, moi. Et les joueurs du PSG, à peine plus acclamés, hein, d'ailleurs. C'était pas très bruyant. Bon, il y avait moi qui étais debout avec mon maillot de l'OM en train de les insulter. Non, c'est faux, c'est pas vrai, évidemment. T'avais pas carrément, tu sais, sorti les drapeaux de l'OM là, qui remontent sur toute la tribune de presse. J'ai hésité, mais j'étais pas sûr qu'il serait là, donc j'ai pas pu faire le. Non, il y a le vrai scandale parmi les personnalités. Je m'en suis ému auprès de vous déjà, vous le savez, hein, mais il y avait Candace Parker qui était en quasiment courtside, enfin deuxième rang au bord du terrain. Elle n'a pas été présentée sur l'écran géant. Elle n'a pas été mise sur le terrain. Alors, sur le terrain, il faut préciser, il y a eu des légendes des Spurs qui ont été présentées. Tony Parker, David Robinson. Petit sifflet à un moment pour Parker au passage. Acclamation, mais un peu de sifflet quand même. Ouais. Parker, Robinson. Manu Ginobili, par contre, il a explosé l'applaudimètre. Antoine torse nu qui s'est rappelé en mode hooligan argentin. Et puis, avec qui j'oublie quelqu'un. Gasol. Oscar Robertson. Ouais, Pau Gasol, très applaudi. J'ai pas entendu vraiment de sifflet pour Gasol, malgré la rivalité France-Espagne, et ça fait plaisir. Il y a eu des joueurs français aussi, Boris Diaw, très applaudi. Qui en avait d'autres, Joachim Noah, ouais. Mais Candace Parker n'a pas été mentionné dans les trucs, ne serait-ce qu'avec la cam sur le grand écran, voilà. Alors que voilà, il y a quand même plus légende que plein de gens qui ont été montrés, des artistes, d'autres athlètes. Donc, scandale, voilà. Très bien. Après, est-ce qu'il y avait vas-y. autre chose Non, pardon, j'allais juste réagir. Je réfléchissais même à voix haute. J'ai pas eu forcément de gros moments marquants. Effectivement, il n'y a pas eu des tonnes d'animations d'ailleurs. Non, le shoot à 100 000, en plus, tu avais un lancer franc pour 1000, un shoot à 3 points pour 10 000 et un tir du milieu de terrain pour 100 000. Le pauvre, il a fait 3 airballs, je crois. Il n'a pas airball le premier, mais il n'a pas fait airball sur le lancer. Mais effectivement, et le shoot à 100 000, il y a un petit truc marrant, c'est quand même le speaker, il lui a dit allez, faut y aller, faut y aller maintenant. Parce que tu sais, le jeu allait reprendre, il y avait déjà eu la sirène et tout, et je sais pas, le gars a freeze un petit peu. Il y a un moment, il a dit non, là, faut y aller. Faut tirer le gars. Il était stressé un peu. Très bien. Bon, on gardera l'œil là-dessus pour le deuxième match. Je vous propose, si vous êtes d'accord, qu'on referme là cette page spéciale sur le premier des matchs qui sont joués à Paris. On peut peut-être faire quand même un détour par ce qui s'est passé dans la nuit dernière. Antoine, il y a eu d'autres choses intéressantes qui sont jouées en NBA. Yes, allez, on peut peut-être commencer avec. Hier, on a parlé de Shake en tant que MVP. Et là, Nikola Jokic, il a dit attends. Le mec, hold my beer. 35 points, 22 rebonds, 17 passes. 5e triple-double de suite, 5e victoire de suite des Nuggets qui ont battu les Kings. Et en ce moment, battre les Kings, c'est pas facile. Victoire 132-123. Et en plus, non seulement ils ont gagné, mais en vérité. Le score à la fin redevient un peu serré, mais Denver a complètement dominé ce match contre une équipe qui est en forme. Et Nikola Jokic, il a 20 triple-doubles cette saison. Il y en a 14 où il n'a pas eu besoin. Enfin, il aurait pu s'arrêter dans le 3e quart-temps. Il était déjà en triple-double et c'était le cas sur les 5 derniers, donc sur les 5 de suite. Donc, bref, Nikola Jokic est juste. 35 points, 22 rebonds, 17 passes de contre. Tranquille. Ouais. Ils ont eu 25 points d'avance à un moment, tu l'as dit, ils sont un peu relâchés. Et Jokic a même marqué le panier de la nuit, quand même. Son tir au buzzer du 3e quart-temps, comme ça, allez, on balance une. C'était assez beau. Je parlais de Shea, il a fait un moins bon match pour le coup, même s'il met ses points. Dallas a battu OKC 121-115. On peut se demander si ça ne devient pas même une bête noire quand même, les Mavericks pour le Thunder, parce que donc il manquait Klay Thompson, il manquait Luka Doncic, il manque Derek Lively. Dallas, OKC a 8 défaites cette saison. Il y en a 3, c'est les Mavericks. Ils ont gagné 3 des 4 matchs contre le Thunder. Ouais. Ils ont éliminé le Thunder l'an dernier en playoff. Il y a toujours PG Washington qui vient, qui leur fait la misère. Il y a eu un gros Spencer Dinwiddie, je crois qu'il a mis 28 points. 28 points de Dinwiddie, 26 ou 24 de Kyrie et 22 de PG Washington. Et ouais, belle victoire des Mavs. Les deux équipes étaient en back-to-back, si je ne dis pas de bêtises. Je crois que Dallas avait aussi joué la veille. Et les Mavs, bel exploit d'aller gagner à OKC. Ouais, c'est assez inattendu et il y a peut-être de l'ordre du psychologique parce que je m'attendais vraiment pas, même en back-to-back, à ce qu'OKC soit en difficulté et Shai a été un peu en difficulté aussi. Enfin, son début de match a été compliqué. Je crois qu'il fait 5 sur 15 dans un premier temps. Après, il se rattrape un peu, mais c'était pas suffisant pour redresser la barre. Et j'ai trouvé que Jalen Williams avait été meilleur sur ce match. 33 points pour lui.
Ça n'a pas suffi. Ça a raison, PJ Washington, encore un gros match. Il prend 19 rebonds aussi. Ils sont en manque d'intérieur et ils arrivent à compenser avec un joueur qui vient prendre les rebonds que ne peut plus prendre Derek Lively, par exemple. Kyrie, pas mal aussi, 24 points. Et victoire surprenante, tu l'as dit. Mais Milwaukee, juste un mot, c'est sur ce dont tu parlais, ce côté bête noire là, je trouve ça vraiment très très intéressant. Voilà, l'an dernier c'est les Mavs qui sortent au OKC en playoff et je serais ravi si les dieux des playoffs pouvaient nous permettre d'avoir une nouvelle confrontation, ça serait vraiment, ouais. Je pense que c'est vrai. Je pense qu'effectivement il y a une question d'ascendant psychologique, l'air de rien, que Dallas a pas peur d'OKC même sans ses joueurs, ce qui veut pas dire qu'OKC peut pas battre Dallas, mais je trouve ça vraiment intéressant. C'est possible une série avec tout le monde au complet. C'est ces deux équipes-là qui manquent pas mal de monde. Milwaukee est une équipe qui est vraiment en forme. 5e victoire de suite pour les Bucks. Ils ont écrasé le Heat 125-96. Damien Lillard a mis 29 points. Je crois qu'il a fait un triple-double et ils lui ont retiré un rebond après. Donc il termine à 29 points, 9 rebonds, 11 passes là de tête. C'est ça. J'ose même plus cliquer parce qu'on entend beaucoup ma souris vu que j'ai pas mon excuse d'avance en étant à Paris. 29 points, 9 rebonds. Ouais, et 25 points, 12 rebonds, je crois, d'Yanis. Et très belle victoire des Bucks. J'espère vraiment que les Bucks vont pas faire un trade catastrophe. Voilà, c'est une équipe qui revient souvent dans les rumeurs. Bill, on en a déjà parlé, Théo, on a déjà dit à quel point ça serait une connerie. Butler, s'il devait le faire, Butler, oui, je pense que ça serait intéressant pour Milwaukee, mais il faut voir vraiment tout ce que tu perds. Moi, je serais pour que cette équipe, elle garde son groupe et qu'elle commence à se faire confiance, en fait. C'est une équipe qui, des fois, a du mal à se faire confiance. C'est un peu ce qui se dégage des Bucks, quoi. Même, du coup, et là, si elle commence à monter en puissance et à se rendre compte, enfin, mais on est fort. Pourquoi on a besoin de se le répéter devant une glace? On est fort, tu vois, que ça devient un peu ancré dans l'ADN de cette équipe, de savoir que c'est une équipe forte. C'est une équipe qui sera moins attendue en playoff, ce qui, je pense, lui fera du bien, qui n'aura pas la même pression, même s'il y aura forcément de la pression parce que tu as Yanis, etc. Qui n'aura pas forcément la même pression que les Knicks, que les Cavs qui font une énorme saison, tu vois, que les Celtics qui sont champions en titre, que les Sixers, si les Sixers par miracle venaient arriver en playoff. Je pense que les Bucks peuvent être un vrai poil à gratter et je trouve qu'en fait, ils ont les armes pour battre des équipes. C'est pas l'équipe qui va aller au bout. C'est l'anti-méta, en fait. Si ça parlera aux gamers, si je le dis comme ça, mais c'est pas l'équipe qui va aller au bout, mais par contre, ça peut sortir des équipes plus fortes qu'elle. Je pense que c'est une équipe qui peut sortir. Ils vont pas sortir les Celtics, mais ils pourraient sortir les Celtics en étant vraiment moins forts que les Celtics. Je pense qu'ils peuvent embêter les Knicks, même s'ils se sont fait éclater par New York lors du dernier match. Mais ouais, faut se méfier des Bucks, moi. Là, en train de te réchauffer pour Milwaukee, là, je te vois bien. Depuis le début de la saison, en fait, depuis 3 ans, je dis que c'est une équipe. Pardon, je suis un peu plus long, mais ce premier tour contre Miami, il les a traumatisés, quoi. C'était la meilleure équipe de la ligue. Enfin non, il y avait Denver avait le meilleur joueur de la ligue. Et Denver est l'équipe qu'au final a le mieux joué en 2022. Mais Milwaukee était au-dessus du lot. Et ça les a traumatisés de perdre ce premier tour contre les Bucks où ils jouent sans Yanis. Et même sans Chris Middleton. 2023. Non, oui, 2023. 2022, c'est les Warriors. Oui, 2023, oui, c'est ça. C'est 2023. Ouais, 2022, c'est les Warriors, t'as raison, pardon. Ouais. Mais ouais, ça leur a fait mal. S'ils pouvaient retrouver un peu cette confiance, je pense que Milwaukee peut faire mal. C'est l'équipe qui a besoin d'un pep talk d'Antoine Pimet. J'ai bien aimé les gars, on doit avoir confiance en nous. Doc Rivers fait pas son taf, là. Tu sais, sur le Jumbotron, avant le 4e carton, au lieu de mettre un extrait des Avengers ou autre, on voit un extrait du CQFR avec Antoine Pimet. C'est un match qui a commencé à la bourre parce que Milwaukee arrivait de New Orleans où il y a une énorme tempête de neige. New Orleans, je sais pas cette ville, la ville et la franchise, là, c'est compliqué cette année pour eux, même en dehors du terrain. Bref. Allez, comme autre match, une équipe pour qui c'est compliqué, c'est Orlando. Hein. C'est terrible, l'attaque du Magic, et là, il n'y a pas d'excuses. Hein. Il y avait Franz Wagner, il y avait Paolo Banchero, marqué 79 points contre les Blazers. Faut vraiment pas avoir envie. Victoire de Portland, en plus, c'était à Orlando. Victoire de Portland 101-79. Alors, Wagner, il a mis 20 points pour son retour. Hein. C'est déjà la bonne nouvelle, c'est qu'il revienne. Hein. On peut imaginer qu'à partir de maintenant, ça va quand même reprendre quelque chose. Mais Banchero, il est complètement à la rue depuis son retour. Là, il fait 1 sur 14. 8 points, 5 balles perdues. Son premier match était bien. Son premier match de retour était bien. Et depuis, c'est très, très difficile. Ouais. C'est compliqué.
1 sur 14. Mais bon, voilà, ça y est, la glissade est plus qu'amorcée. Va falloir un peu de temps aussi pour que ça refonctionne avec et Banchero et Wagner. Sur le match de cette nuit, il n'y avait toujours pas Jalen Suggs, Cole Anthony est malade, toutes les armes qui peuvent aider à marquer des points quand même, parce que même s'ils ont 2 joueurs qui sont capables de scorer, le reste, c'est quand même pas une équipe très très offensive. Et ouais, là ça continue de glisser. Là ils sont combien? Ils sont 7e. Ils mettent aucun 3 points, 6 sur 25 chaque soir, c'est la même histoire. C'est une équipe qui met pas de 3 points. À un moment, ça peut pas marcher. Je me souviens d'ailleurs quand ils ont signé Kentavious Caldwell-Pope. Je me souviens avoir tout de suite dit la seule manière pour que ça soit une très belle signature. Après, je dis pas que c'est une mauvaise signature. C'est que si il a le même pourcentage à 3 points, on ressent son volume. Au final, non, il met pas ces 3 points. Pour ressembler au mec quand même qui a pris son titre, qui va signer son contrat. Enfin bref, allez, on verra en playoff. Il y a encore du temps. Passage éclair de Scoot Henderson qui a pris 6 fautes en quoi, 10 minutes, 15 minutes. Il a joué 14 minutes. 14 minutes. À l'entrée, il a fait que des fautes dans tous les sens et des sortes de rookie mistakes, un peu trop d'enthousiasme. Les Lakers ont battu les Celtics. C'est la semaine des rivalités en NBA. C'est plus simple. C'est un vrai truc, ouais. C'est un vrai nom. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'on avait du OKC, Dallas, etc. Bref, Los Angeles a cartonné Boston. Je vais vous chercher une stat, je suis désolé pour les clics. Je vais vous laisser parler du match. Donc 117-96. Vas-y, Shai. Je vais aller chercher la stat du 5 majeur de Boston qui tourne de moins en moins bien. Alors, ouais. Il n'y a pas vraiment eu de match. On aurait aimé une bagarre entre les rivaux ancestraux des Lakers et des Celtics, mais les Lakers ont quand même assez facilement battu Boston. Ils ont eu jusqu'à 28 points d'avance sans avoir trop à forcer. Le jour de la 21e sélection pour LeBron James au All-Star Game, LeBron fait 20 points, 14 rebonds. Anthony Davis, 24 points. Austin Reeves, 23. Et tu as raison, les Celtics, ils sortaient d'une victoire, mais c'est pas fameux, quoi. Et Gabe Vincent qui est revenu à la vie alors qu'on ne savait pas où il était passé depuis 1 an et demi. Il est sorti du banc pour mettre 12 points, là, ça faisait... Sorti de la cave de Jimmy Butler. C'est ça. Il espère son trade, lui. D'ailleurs, au passage, les Lakers mettent une pression. Je ne sais pas si vous avez vu, Anthony Davis et LeBron James mettent une pression pour que les dirigeants des Lakers se séparent de leurs 2 pics. D'abord, c'est parti d'une rumeur en mode Anthony Davis et LeBron James auraient le sentiment que cette équipe peut jouer le titre avec 1 ou 2 joueurs de plus. Et là, Anthony Davis, il l'a carrément déclaré publiquement. Donc, eux, ils vont pousser. Alors, Butler, je ne sais pas, ça me semblerait, il faudrait vraiment lâcher beaucoup de joueurs. Mais il y a un certain Zach LaVine, originaire de Los Angeles, qui fait des bons matchs en ce moment. Je suis pas sûr que je dis pas que ça serait une bonne idée pour Los Angeles, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais tu peux le récupérer sans avoir à lâcher Austin Reeves. Il faut mettre Hachimura, Gabe Vincent. Gabe Vincent, il compte presque pas. Jared Vanderbilt, il compte presque pas, tu vois. Et tu reviens Vanderbilt. Vanderbilt revient d'ailleurs. Ouais, mais je veux dire, tu vois, c'est des joueurs. Même aujourd'hui, tu vois, avec l'arrivée de Dorian Finney-Smith. Alors, je dis pas du tout que c'est un bon move pour Los Angeles. Je suis pas en train de donner mon avis sur le move, mais à surveiller, moi, cette piste, à mon avis, la vie aux Lakers. Tu l'imagines? Je vois trop LeBron dire attends, on a essayé de faire passer le message et Pelinka, il comprend rien. Vas-y, Anthony, va le dire, va dire qu'il faut trader les pics. Moi, je peux pas, tu comprends, j'ai une réputation. LeBron qui a été nommé dans le 5 majeur du All-Star Game, je vous avoue que ça me pique un peu. Ouais, on l'avait pas mis dans notre prévision. J'aurais peut-être pas mis, mais bref. Juste, j'ai la stat sur. Elle est intéressante. Ouais. Le 5 des Celtics, donc Jaylen Brown, Derrick White, Jason Tatum, Jrue Holiday, Kristaps Porzingis, cette saison, le net rating. Est-ce que vous avez une petite idée du net rating de ce 5? C'est une équipe de Boston qui a gagné 31 matchs quand même sur 45. C'est une équipe. C'est négatif du coup. Non, il doit être positif quand même. Moi, j'aurais dit positif, mais pas beaucoup. Plus 0,3. Bien vu, Théo. Sur 100 possessions. Ça fait plusieurs matchs qu'ils perdent avec leurs 5 majeurs. Et il y a un petit souci d'adaptation, de se réhabituer à jouer avec Porzingis. Ils en ont parlé. Hein. Il y a même eu des déclats. Ils ont même commencé à aborder le sujet publiquement dans la presse en mode ouais, on doit retrouver un certain équilibre. En fait, avec Al Horford, il faisait rien. Il restait juste dans le corner. Là, il y a une volonté quand même Porzingis de lui donner des ballons parfois un peu en dessous. Eux avaient pris ça en mode un peu Derrick White. Et c'était des quotes de White et de Tatum de mémoire qui étaient un peu en mode ouais, bah, du coup, on tire moins à 3 points quand même. Tu vois. Et c'est vrai, ils prennent moins de tirs à 3 points. Ils prennent de moins en moins de tirs à 3 points.
points. Ils en mettent aussi de moins en moins. Le pourcentage de Jrue Holiday a chuté assez drastiquement cette saison à 3 points. Alors, drastiquement, j'exagère peut-être, mais il a chuté à 3 points, sachant que Dwight White a aussi chuté, etc. Et il y a un petit problème de réajustement du côté de Boston qui est à suivre. Et je pense que ça explique. Et là, en plus, je vous ai mis sur l'ensemble de la saison. Mais imaginez si je mets sur les... je sais pas, est-ce que je peux mettre sur les 10 derniers sur les 10 derniers matchs, je vais essayer de vous dire ça peut être très intéressant. Sur les 10 derniers matchs, ce 5, non, paradoxalement, il fait mieux. Sur les 10 derniers matchs, ils ont dû mettre un blowout dans le lot. Je pense qu'ils ont mis un blowout. Ils sont à plus 4 sur les 10 derniers matchs, donc peut-être qu'il y a un blowout dans le lot. Oui, le blowout, c'est contre les Warriors, ils leur ont foutu 40 points. Ouais, voilà. C'est vrai, mais tu vois, ils mettent 40 points aux Warriors. Mais bon, ça fait peut-être une diff, mais ce 5 tourne quand même un petit peu moins bien. C'est un truc à surveiller du côté de Boston, voir à quel moment ça va se réajuster, comment ça va se passer, etc. Ça va être une clé pour eux, parce que je pense que ça reste l'équipe la plus forte en NBA avec une petite marge, mais il va falloir se réajuster. Est-ce qu'ils ont vraiment réajusté récemment à 3 points? Parce que du coup, j'ai un tout petit peu moins regardé Boston récemment. Parce qu'Adam Silver, hier, il disait, quand il parlait des tendances de jeu en NBA, il dit oui, on nous dit qu'il y a trop de tirs à 3 points, etc. Mais regardez, parfois c'est juste passager. Boston est en train de réajuster le tir. Ils en prennent moins. Voilà, ils en prennent moins, ouais. Ils en prennent moins, mais justement, eux regrettent par rapport à ce que disait Silver, c'est que eux, la plupart des quotes des joueurs et même de Joe Mazzulla, pour eux, ils ne voient pas ça comme quelque chose de positif, le fait qu'ils prennent moins de 3 points, tu vois. Ils ont besoin de leur volume à 3 points, ils ont besoin de leur efficacité aussi, surtout parce qu'à la limite, s'ils en prennent que 40, mais qu'ils en mettent 22 tous les soirs, peu importe, tu vois. mais vu qu'ils en prennent moins, ils en mettent moins. Parce que eux, leur jeu des maths, c'est de se dire, peut-être qu'on n'est que à 34%, mais on a pris 60 tirs à 3 points, donc qu'est-ce que tu vas faire? Tu vois, on en met 20 par soir, quoi. Ouais. Allez, en speed, peut-être les Warriors, justement, ont écrasé les Bulls 131-106. Ça doit être une victoire qui fait du bien quand même pour Golden State. Je ne sais pas si tu veux dire si l'un de vous deux veut dire quelque chose là-dessus. Pas particulièrement. Steph Curry. 20 points de Quinton Post. Ouais, le fameux Quinton Post qu'on a découvert l'autre jour. et Guy Santos. Bon, Guy Santos avait été déjà là, donc on voit un peu le Brésilien, mais moi, j'ai pas grand-chose à dire dessus, à part que s'ils avaient perdu encore là avec le back-to-back, c'était la tête sous l'eau complètement. Et effectivement, c'est plus la victoire qui était importante qu'autre chose. Il y a un truc intéressant, c'est que ça y est, Dennis Schroeder, il sort du banc. C'était déjà le cas sur le match d'avant où ils perdent de peu contre les Timberwolves, je dis pas de bêtises. Mais ça y est, là, ça fait... Schroeder est passé sur le banc, je pense que ça va faire du bien aux Warriors. Je pense que ça va faire du bien à Schroeder, je pense que ça va faire du bien aux Warriors. C'était vraiment un ajustement, c'est même étonnant que Steve Kerr ne l'ait pas fait avant. Et les Clippers, je crois que c'est le dernier match qu'on n'a pas mentionné. Les Clippers Wizards, ont battu les Wizards 110 à 93 avec 14 points, 10 rebonds d'Alex Sarr, 15 points, 5 rebonds, 3 interceptions de Bilal Koulibaly. Et un triple-double. 3 points de Nicolas Batum. Un triple-double pour James Harden. 17 points, 13 passes, 12 rebonds. Et 15 points de Kawhi Leonard. Effectivement, triple-double, James Harden. Yes. Je vais vous dire un truc. Je t'ai levé, hein. Je n'ai pas voulu regarder le match. J'étais levé. Le match était en cours. Je ne regarderai pas les Wizards. Ça va. J'ai d'autres choses à faire. Pardon, Théo. Non, mais j'ai l'air super. Voilà, là, on a fait vraiment le point sur tous les matchs de la nuit dernière. On vous remercie d'être avec nous. On vous donne rendez-vous demain matin, samedi, pour le CQFR dans lequel on tâchera de répondre à vos questions. Et lundi, là, on fera à nouveau un gros podcast pour débriefer un petit peu le deuxième match des Paris Games qui aura lieu dans la nuit de... Enfin, pas dans la nuit, non. Samedi soir, simplement. Ouais. Voilà, samedi soir, Chai et Antoine seront également sur place avec Benjamin. On a hâte déjà d'y être. Il y a Pierre Armand. Pierre Armand aussi. Et Pierre Armand, bien entendu. Et Pierre Armand que vous retrouverez bien sûr dimanche pour le Hoop Culture avec moi. Passez une super journée. Et puis on vous dit dans tous les cas à très vite. À très bientôt. Ciao. 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 Is out there, and it's either play or get played.